rentrée. Je mettrai l'accent également sur les conférences Télécom Paris Talks, qui sont menées en partenariat avec Télécom Evolution. Donc on a Geneviève Metz, qui est la directrice générale, présente. C'est la deuxième année 2017 donc, de ces conférences. Un point sur la revue Télécom. Un point également sur un partenariat nouveau avec Article 1. Un partenariat, lui, traditionnel, mais qui monte en puissance avec l'école et autour de la levée de fonds pour aider notre école dans tous ces projets. Et puis, évidemment, un point financier qui sera complet, assez long, et sur lequel, vous verrez, on est, comme on l'était déjà l'an dernier, amené à se poser des questions sur notre modèle économique, puisque eh bien, les rentrées d'argent sont moindres, et on les souhaite maintenir malgré tout une offre de service pour nos alumni qui soit la plus dans la continuité de ce qui a pu être fait les années précédentes. Donc on a, là aussi je fais un peu de teasing, une équation un peu complexe à résoudre. Alors dans les actions traditionnelles, vous avez la lettre des alumni qui est envoyée tous les 2 mois environ. On a dû en envoyer 8 l'an dernier, donc c'est un peu plus, c'est 1 mois et demi, dans une nouvelle mise en forme depuis la fin de l'année dernière, qu'on a souhaité plus lisible. Donc je ne sais pas si vous avez vu le changement. Si vous avez des avis sur cette nouvelle mise en forme, n'hésitez pas, Isabelle et Mélina sont à côté, et elles nous rejoindront tout à l'heure, et on travaillait sur cette présentation pour mettre plus en avant encore un certain nombre d'événements. Nous avons également organisé le 19e prix des technologies numériques à l'Hôtel de la C, à l'Assemblée nationale. Nous avons participé alors, à toutes les instances autour de l'école, donc le comité d'enseignement, le conseil d'école, le conseil d'administration de l'IMT. Et l'année 2017 a été l'année de mise en place de la nouvelle stratégie de l'IMT, et donc à travers l'Institut Télécom, des écoles qui la composent. Stratégie adoptée en fin d'année dernière, et donc on est aujourd'hui en 2018 dans sa mise en œuvre. On a également la commission Step 1 qui nous permet de maintenir des relations avec les élèves, relations importantes puisque ces élèves sont nos futurs diplômés et donc demain adhérents de l'association. Donc on les informe et on les intègre même dans l'association très tôt puisqu'ils peuvent, vous le savez, avec un statut particulier, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas votants, par exemple, lors de l'Assemblée Générale, mais ils sont sous réserve du paiement d'une cotisation modique, mais ils peuvent accéder à tous les services proposés par l'association, pendant toute la scolarité à l'école. On a aussi développé les relations avec les autres associations, notamment du périmètre de l'Institut Télécom, puisque la stratégie de cet institut vise, au travers de moyens communs, tels que la fondation, par exemple, qui est également une fondation Mines Télécom désormais, donc qui a intégré Mines d'Alès, qui va intégrer Mines Saint-Étienne. Et donc les associations sur ce périmètre-là sont amenées aussi à mutualiser, ou en tout cas à travailler plus ensemble qu'on ne le faisait par le passé. Et puis après, il y a d'autres périmètres que je n'ai pas mis en avant, mais on fait toujours partie de ParisTech Alumni, donc qui regroupe l'ensemble des écoles qui ont intégré ParisTech, en tout cas qui en sont encore membres, et sachant que la marque est forte, même si la dynamique autour de ce projet, elle, est beaucoup moins forte, on y reviendra sans doute tout à l'heure, compte tenu des autres projets qui embarquent chacune des écoles composant le périmètre ParisTech. Les groupes thématiques et sociétaux sont également très actifs, et puis on maintient des événements alumni quasi annuels au sein de nos principaux employeurs, que sont Orange, évidemment, donc là on a réussi à faire tous les ans un événement chez Orange. Thales, SFR, ça a été plus compliqué, et également Alcatel, Nokia, où en 2017 on n'a pas pu renouveler ces événements-là, mais on ne désespère pas recréer soit au sein de ces entreprises, soit au sein d'autres entreprises. On a Bouygues par exemple, qui crée début juillet un événement pour les alumni de l'ensemble des écoles télécom de l'IMT. Et ce soir, on a même, parce qu'ils ne se sont pas trop coordonnés avec nous, l'initiative, c'est Accenture, je crois, Yves, qui fait un événement également pour les alumni, donc qui sont les diplômés, alors pareil, de l'ensemble des écoles de télécom, je pense, voire Mines peut-être, je ne sais plus. Ouais, Mines Télécom, donc diplômés des écoles de l'Institut et qui sont salariés d'Accenture, ont également un événement au sein de cette entreprise. Donc on a appris la date un peu tardivement, donc ça vient télescoper avec notre AG, mais ce qui montre qu'il y a une dynamique au sein des principaux employeurs pour faire en sorte que cette communauté d'anciens, de diplômés de l'école se retrouve
et puisse créer des synergies, j'imagine, au sein de ces entités. Et puis, on y reviendra tout à l'heure, je passerai la parole à Sophie. On a relancé en 2017 un bureau carrière qui avait besoin d'être dynamisé, qui fonctionnait plus que sur du bénévolat. Et on avait besoin de remettre une structure, je dirais, pérenne et des moyens permanents. Vu nos difficultés financières qu'on évoquera tout à l'heure, on a choisi un partenariat avec Intermine. Intermine étant le regroupement, enfin étant une association qui apporte des services support mutualisés à Mines ParisTech à l'UNI, Mines Saint-Étienne à l'UNI et Mines de Nancy à l'UNI. Donc ces trois écoles des mines avaient un bureau carrière mis en commun et qui nous est désormais ouvert dans le cadre d'un partenariat qu'on évoquera tout à l'heure. Voilà pour les actions, je dirais, traditionnelles, même si certaines ont connu une actualité assez riche et un renouveau en 2017. Nous avons également, donc c'était la deuxième année, puisque vous savez probablement, même si déjà c'est tellement ancré, j'irai maintenant dans nos événements qu'on a l'impression que ça fait presque 10 ans, Geneviève, qu'on organise des conférences Télécom Paris Talks. 2017 était la deuxième année. On a réussi à maintenir le rythme de 5 conférences dans l'année, comme en 2016. Ces 5 conférences ont réuni à chaque fois, comme vous le voyez, entre 80 et 150 participants. Donc c'est des belles réussites, elles ont lieu à l'école. Et puis c'était sur des thématiques en lien avec chacun des groupes, les fameux groupes qui sont très actifs. Donc le groupe Transport et Mobilité avait fait une conférence autour de la biéthique. Le groupe Santé autour des objets connectés et l'utilisation en médecine. Le groupe Réseau et Services autour de la couverture intérieure des bâtiments. Donc un des enjeux de la future 5G. Le groupe Sécurité. On a eu un sur les blockchains et la sécurité également autour de la RGPD. Ça, vous êtes tous au courant, j'imagine, vu le nombre de mails qu'on a reçus pour mettre à jour et accepter les nouvelles conditions de tous les sites qui avaient pu nous référencer, que donc cette RGPD sur la protection des données a été mise en œuvre à la fin du mois de mai dernier. Et donc on avait, dès 2017, organisé une conférence sur cette thématique. Donc c'est une pleine réussite et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore été à ces événements, évidemment, à vous y inscrire pour les prochains. Geneviève, juste pour info, le prochain est début juillet, je crois. 5 juillet. 5 juillet, il sera sur les data en santé. Je ne sais plus qui dire le titre exact, mais ça tourne autour de l'utilisation des data. Donc il reste encore quelques places. Donc surtout, inscrivez-vous vite ce soir, il y a encore possibilité de venir participer. La revue, également, fait partie donc de cette histoire de notre association. On a maintenu, alors grâce à Michel, mais qui est Michel Cochet, qui est à côté au bureau de vote, donc qui pourra échanger avec vous tout à l'heure, mais c'est lui qui pilote le travail autour de la revue, notamment le comité de rédaction. Donc 4 numéros en 2017. Le numéro traditionnel sur le prix des technologies numériques qui sort au printemps et qui avait pour thème les EdTech, donc les technologies numériques dans l'éducation. Le numéro 185, le suivant, donc c'était sur Smart Building et la protection des données personnelles. On y revient. Le 186 sur l'usine du futur et travail et création à l'heure de l'économie collaborative. Et enfin, le 187 était un dossier sur les énergies, tout ce qui se passe dans ce domaine-là, et ensuite sur l'intelligence artificielle. Donc à chaque fois des thématiques qui sont évidemment d'actualité et avec des articles de fond grâce à nos amis qui travaillent dans tous ces secteurs. Par contre, on a une difficulté là aussi, c'est le financement de cette revue, puisqu'on a certes des abonnés qui payent tous les ans, donc c'est 20 € pour avoir le format papier. D'ailleurs, vous avez 2 exemplaires, je crois, dans les 2 derniers numéros qui se sont donnés ce soir. Mais ça ne suffit pas pour couvrir les coûts d'édition et d'envoi de la revue. On avait traditionnellement des publicités dans cette revue, publicités qui sont en très forte diminution, et donc les revenus associés à la présence de ces pages publicitaires sont également en très forte diminution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on le verra tout à l'heure dans le budget de l'association, la revue n'est, et c'était déjà pas le cas en 2016 et 2017, n'est pas à l'équilibre. Alors qu'avant c'était un centre de profit pour l'association, c'était une source de revenus, désormais c'est un centre de coûts. Donc la question se pose sur la capacité qu'aura l'association à maintenir dans la durée cette revue, et on est en train de tester une revue en ligne, mais qui serait du coup plus sous une forme de blog, parce que là on essaie de
de faire d'une contrainte une opportunité, c'est-à-dire que la contrainte, c'est qu'on ne peut plus faire de papier si on n'arrive pas à trouver des revenus publicitaires. Et l'opportunité, ben, c'est d'avoir du contenu mis à jour beaucoup plus régulièrement que de manière trimestrielle. Et donc un blog répondrait plus facilement à ce type d'usage. Donc on va le tester. Et puis ensuite, évidemment, c'est une décision suffisamment structurante pour que ça revienne en Assemblée Générale. Donc on vous propose que pour 2018, on maintienne évidemment, de toute façon c'est déjà lancé, vous avez 2 numéros, et pour 2019 également, on maintienne le principe d'une revue papier, mais en parallèle, on se doit de tester d'autres modèles. J'en parlais en introduction, un partenariat avec l'article 1. J'ai presque envie de te passer la parole, Yves, presque maintenant aussi, parce que tu en es vraiment un des acteurs et un des moteurs de ce partenariat, avec Guillaume Soulet, donc, qui est un de nos jeunes amis, qui a voulu s'impliquer, et je le remercie, autour de cette initiative. Tu veux en dire un mot, Yves ou... Brièvement, ouais. Je te laisse. Ok, je le fais tout comme ça. Je regarderai pas après, exactement. Et donc c'est très simple, si vous avez un peu de temps à consacrer, il suffit d'avoir quelques heures par mois, vous pouvez faire du mentorat pour des jeunes issus de milieux modestes identifiés par l'association Article 1 et une autre association qui s'appelle Télémac, qui sont au lycée ou au collège. Donc ce sont des enfants méritants de collège ou de lycée REP et qui ont été identifiés par leur collège ou leur lycée comme étant du potentiel en demandant, etc., mais de milieux très modestes. Et vous pouvez leur consacrer quelques heures par mois, les sortir, des expos, discuter avec eux sur la façon sur l'idée qu'ils se font de leur avenir, de leur métier, etc. Et on cherche des anciens élèves qui aient un peu de temps à consacrer. C'est pas du soutien scolaire, donc si vous avez tout oublié de ce que vous avez appris alors au collège, j'espère pas, au lycée, peut-être pas, mais enfin, en tout cas, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est pas ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du mentorat, c'est-à-dire les aider effectivement un peu à se projeter, leur donner des codes, les cultiver. On cherche, on en a déjà pas loin d'une trentaine, on a fait une première opération l'année dernière, on va en refaire une cette année qui est fin septembre, on refera une opération de recrutement. Et c'est de notre point de vue la meilleure façon aujourd'hui d'accroître la diversité sociale dans nos écoles, parce que de toute façon, s'ils n'ont pas suivi les bonnes formations au collège et au lycée, de toute façon, on n'arrive pas à les récupérer après, parce qu'ils n'ont tout juste pas le niveau scientifique nécessaire pour rentrer dans nos établissements. Voilà. Merci. Donc il y aura effectivement, je ne sais pas si la date est arrêtée, mais regarde, c'est fin septembre, une nouvelle réunion de présentation de l'ensemble du dispositif, ici à l'école, à laquelle vous êtes évidemment invités, et vous pourrez rencontrer à la fois ceux qui se sont engagés cette année dans la démarche, et puis également les représentants. Donc comme vous l'avez compris, cette initiative se fait en partenariat avec 2 associations, Passeport Avenir, qui étaient bien connues dans le monde des télécoms, puisque ça avait été créé, je crois, par SFR à l'époque, début des années 2000, pour recruter des commerciaux, et puis dans les boutiques SFR au moment du boom de la téléphonie mobile, et puis ensuite ça s'était ouvert plus largement à d'autres acteurs du secteur, et l'an dernier cette association Passeport Avenir a fusionné avec Fratelli, qui était sur les mêmes thématiques, pour donner article 1. Donc, mardi 25 septembre. Mardi 25 septembre, notez-le. Ouais, ceux qui sont intéressés. Ici, je vois quelques-uns notent la date, très bien. Et voilà, comme le disait Yves, c'est un petit peu de votre temps, et c'est vraiment à la source qu'on réglera la question de la diversité dans les écoles. Alors vous n'aurez pas la garantie qu'ils viendront ensuite sur les bancs de télécom, puisque si ils vont en classe préparatoire, c'est souvent là qu'il y a le frein, la barrière, c'est qu'ils ne vont pas dans les classes préparatoires et qu'ils s'auto-censurent, alors qu'ils ont peut-être tout à fait les capacités d'y aller. Donc il faut lever ces verrous, et puis ensuite, une fois qu'ils sont en classe préparatoire, les accompagner encore pour viser le plus haut possible, et puis après ces concours qui leur font arriver dans les meilleures écoles. Autre axe de partenariat avec l'école majeure, c'est le fundraising, ou en bon français, les levées de fonds. Comme vous le savez, l'école, et on verra tout à l'heure, est dans un plan stratégique ambitieux, mais dans un contexte également contraint au niveau des subventions publiques, on va dire, puisque l'État a plutôt tendance à soit stabiliser, voire réduire ses engagements dans un certain nombre d'établissements publics, y compris l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, il y a la nécessité
de faire appel à des partenariats auprès des entreprises, d'une part, et des alumni, d'autre part, ou plus généralement, je dirais, de tous ceux qui, personnes physiques, pourraient venir soutenir cette école. On a des parents d'élèves aussi qui viennent soutenir l'école, donc ce n'est pas que les alumni qui peuvent la soutenir. Donc on a un certain nombre d'opérations, telles que le dîner à l'UNESCO, alors qui n'est plus à l'UNESCO, enfin, qui était encore à l'UNESCO en 2017, mais qui change de lieu en 2018, puisque nous serons, Yves, rappelle-moi, cette année, on va être sur le dîner, mais qu'il ne faut plus appeler dîner l'UNESCO, on va changer d'adresse, on va être à l'Aéroclub de France, c'est bien ce qui me semblait. L'Aéroclub de France, c'est le 11 octobre et c'est avec Patrick Mignon. Donc le PDG total. Et puisque évidemment on s'ouvre aux mineurs, c'est un dîner qui est, je dirais, sous l'égide de la Fondation Mines Télécom, et donc vous y trouverez des alumni de l'ensemble des écoles appartenant à l'IMT. Jeudi 11 octobre à l'Aéroclub de France. Jeudi. Rue Gamini, pas très loin de la place de l'école. Jeudi 11 octobre. Et puis en 2017 avait été organisé, c'était la deuxième édition à l'époque, un dîner dit premium, ou enfin en tout cas le ticket d'entrée est un peu plus élevé, et la particularité c'est qu'il y a aussi un ticket pour sortir du dîner, comme dit Yves, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui viennent présenter leur sujet de recherche, et l'idée c'est qu'au cours de ce dîner, ils puissent obtenir des financements des alumni présents pour les aider dans leur recherche. Donc ça a été un beau succès, puisque l'an dernier, on avait dépassé les 70 000 euros, enfin autour de 80 000 euros, même 80 000 euros de dons des alumni sur ce dîner. On a également, avec l'école, la volonté de... l'école ou l'association, plus exactement la MESEL, qui est la maison des élèves, puisqu'il faut que vous sachiez qu'on aura, grâce à la vente des locaux de la rue Barrault, la chance de financer les locaux qui sont sur le plateau de Saclay, mais par contre, les résidences étudiantes sur le plateau de Saclay sont complètement mutualisées et opérées par un certain nombre d'acteurs, mais il n'y a pas une maison des élèves ou des appartements dédiés aux étudiants de télécom. La difficulté que ça va créer, c'est que avec notre système de concours, de liste d'attente, vous pouvez être admissible et ensuite admis, si devant vous il y a eu des désistements, très tard dans le processus, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'info jusqu'à fin août pour les derniers. En tout cas pour août. Et la crainte que nous avons, c'est que nos étudiants fin août se disent: est-ce que je vais trouver un logement sur le plateau de Saclay? Si la réponse est non, parce que c'est des logements pour l'instant encore un peu rares, et il y a des universités qui vont, elles, recruter plus tôt dans le processus. Donc s'il n'y a pas de place pour ces étudiants, eh bien ils vont peut-être aller, ils vont renoncer à Télécom au profit d'autres écoles. Donc pour nous, ça nous poserait un véritable problème, et pour l'école également. Donc l'idée est d'avoir la capacité de conserver un certain nombre de logements, quelques dizaines, qu'on affecterait dans les toutes dernières semaines aux étudiants qui apprendraient, donc encore une fois, qu'ils sont admis fin août. Et puis ensuite ils serviront à d'autres. Enfin, en tout cas, ça nous semble être l'usage de ces appartements le plus important. Et donc on réfléchit avec la MESEL sur comment financer, être capable d'acquérir, ou en tout cas de réserver un certain nombre de ces appartements. C'est pas simple, c'est pas un projet simple, parce que le plateau de Saclay a sa propre gouvernance, donc pour l'instant on continue de garder, c'est la MESEL qui s'en occupe des appartements à la CTU et d'autres endroits qui permettront, parce qu'il y a le RER B qui amène à la station Lozère, et ensuite les quelques escaliers pour arriver sur le plateau de Saclay, si certains connaissent, dans le Grand Paris. Mais bon, à défaut de mieux, pour l'instant, on va essayer de conserver ces appartements, ces logements étudiants. Mais il va falloir qu'on réfléchisse sur d'autres dispositifs autour de ces résidences étudiantes. Et puis, il y a une réflexion, là c'est dans le cadre de la stratégie IMT que j'évoquais tout à l'heure en introduction, qui est menée par l'IMT pour aider les associations d'alumni, donc de l'ensemble du périmètre de l'Institut Mines Télécom, pour tout ce qui est la joignabilité de nos alumni, ou également une meilleure connaissance de nos alumni, tout ça pour que cette communauté fonctionne bien, et avec l'arrière-pensée, encore une fois, en tout cas pour l'IMT, de également venir soutenir les écoles via des levées de fonds.
Donc tout ça, c'est en cours et se met en place, en tout cas pour le dernier point sur la stratégie d'IFT, depuis le début de l'année. Et donc avant de passer la main à Alexis ou Serge, je ne sais pas qui, ou en duo peut-être, je voulais juste rappeler ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos finances sont sous tension. On a une diminution de nos revenus traditionnels, à la fois revenus publicitaires, et c'est le cas de toutes les associations d'alumni. Il faut savoir qu'on avait la même régie publicitaire que la revue des mines, par exemple, et qu'en discutant avec nos collègues des mines, on s'est aperçu qu'eux-mêmes étaient avec des revenus en très très forte baisse. C'est la même régie publicitaire que la jaune et la rouge de l'X et la revue des alumni d'HEC. Et les infos qu'on a eues, c'est que la jaune et la rouge et également la revue des alumni d'HEC avaient des revenus publicitaires en forte baisse. Ils ont eu une pression très très forte de ces deux associations pour redresser la barre, mais l'énergie qu'ils ont mise pour redresser la barre pour la jaune et la rouge et la revue d'HEC a fait sans doute que les autres revues qui avaient la même régie, on s'est retrouvé pour le coup avec beaucoup moins de recettes. On a changé 2 fois de régie, mais aujourd'hui on doit être à 2 ou 3 000 euros de revenus publicitaires, comme on verra tout à l'heure, là où on était les belles années plus proches de 20 000 ou même au-delà. Donc on est engagé dans une démarche de très fort contrôle de nos dépenses. On a la chance d'avoir des placements financiers historiques, enfin les placements, eux, ont été construits avec l'histoire de l'association et nous amènent quelques plus-values qui nous permettent d'atteindre l'équilibre, ce que vous verrez tout à l'heure. Et comme nos missions évoluent, on est amené à avoir un budget toujours déficitaire en 2018, mais avec une réflexion stratégique qui doit forcément être menée parce qu'on ne peut pas structurellement rester déficitaire. Et l'horizon que nous avons, c'est le déménagement de l'école à Saclay. Ça nous impacte directement et indirectement parce qu'un certain nombre de moyens, comme la chance d'avoir une assemblée générale qui se tient dans l'école, également le bureau des permanentes à l'étage. Donc on est impacté, je dirais, à titre direct par ce déménagement. Et puis c'est aussi en ligne de mire pour l'école un projet tellement structurant qu'on se dit qu'il faut que l'association profite de cette date pour se renforcer et trouver son modèle économique pour les années et décennies à venir. Alors j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, ça c'était plus en conclusion. Alors on va passer aux finances. On va passer la main à Sophie, donc sur le bureau moral, sur le rapport moral, pardon. Sophie, membre du bureau, et qui s'est beaucoup engagée, je la remercie, pour la relance de ce bureau carrière. Donc je te laisse nous présenter en quelques minutes. Bonjour à tous. Donc effectivement, le bureau carrière, il y a différents axes, il y a des conférences, il y a des besoins de support, de présence lorsque dans un parcours professionnel, quelqu'un en fait la demande. On a remis les 3 petites icônes un peu de trois piliers. Le club 8, c'est un club qui monte des ateliers, donc ce qui permet de proposer des ateliers avec généralement une trentaine de personnes qui s'inscrivent, plutôt d'ailleurs des non-alumni, mais c'est ouvert à tous et c'est payant. Et puis donc Intermine, je vais revenir dessus. Voilà. Donc on avait cette année, en 2017, on a fait un peu un bilan et mené différentes actions. Donc le bilan, c'était surtout par rapport à ce bureau carrière et répondre à ce besoin de pouvoir accompagner les alumni lors de leur questionnement professionnel. Donc à date, il n'y avait pas de permanent, environ une dizaine de sollicitations, mais on sait bien que s'il y a un bureau, ça également favorise le fait d'être sollicité. Donc on s'est surtout attelé à envisager la reconstruction de ce bureau, mais donc sous une autre forme. On a envisagé une piste digitale avec un outil en ligne. On a mené un pilote, mais les conclusions ont été un coût trop important par rapport à l'intérêt rencontré et surtout dans les tests qui ont été faits, même s'ils n'étaient pas très nombreux, le besoin d'avoir un contact oral et un retour verbal et non pas simplement un outil informatique. Et en parallèle, on a été sollicité donc par Intermine, association d'alumni, comme le disait Laurent, regroupant Mines de Paris, Saint-Étienne et Nancy. Et cette association Intermine propose
de nombreux ateliers, de nombreux événements pour les alumni de ces 3 associations, et ils nous ont sollicité pour y prendre part. Donc on a beaucoup discuté pour définir le cadre, définir les services également qui nous intéressaient, également la partie budgétaire. Donc voilà, on a signé un partenariat au final en décembre avec un engagement donc sur le fait de faire un test. Donc on n'est pas complètement engagé avec Intermine. C'est un test de 6 mois qui finalement est prolongé à 1 an. On a une douzaine de services avec Intermine. Ils ne sont pas encore tous sur le site internet parce que voilà, on a priorisé ceux qui étaient les plus importants. Et puis également, on a des ressources bénévoles et limitées. Donc c'est mis en avant sur notre site internet. Il nous semble important que nos alumni restent sur notre site internet et n'aillent pas sur le site Intermine. Voilà, puisqu'on est le point de contact. On bénéficie de leur structure et donc avec un montant financier raisonnable pour ce test. On a mis la priorité sur quelques services comme justement l'entretien carrière. Donc maintenant, si un alumni fait une demande d'un entretien pour donc avoir un éclairage sur son parcours, un échange, il y a quelqu'un de formé, actuellement formé par Intermine, donc vraiment correspondant à Intermine. L'idée étant qu'on ait à l'avenir des correspondants issus de Télécom Paris pour répondre aux besoins, aux sollicitations de nos alumni. Donc peu à peu, donc, le nombre de services proposés augmente, ils sont relativement divers. Et donc, objectif final également, quand même, c'est de renforcer la proposition globale que l'on fait en tant qu'association d'alumni à nos anciens élèves et de renforcer leur intérêt pour notre association et donc aussi d'augmenter les cotisations, puisqu'à un moment, le nerf de la guerre passe par ce biais-là. Sur la page suivante, il va y avoir l'ensemble des services proposés ou prochainement proposés, tous ceux qui sont, en tout cas ce qui est aujourd'hui proposé, donc l'entretien carrière, dont j'en ai parlé, service conseil CV également qui est proposé, donc quelqu'un qui veut avoir une relecture de son CV par un œil autre. Voilà, et typiquement ce sont des services qui sont gratuits pour des alumni cotisants. Après on fait aussi la distinction alumni cotisants, alumni non cotisants. Il y a déjà eu plusieurs afterwork, donc montés par Intermine, et quelques participants alumni Télécom. Et puis voilà, certains, il y a des événements qui seront plutôt des ateliers, donc c'est 1 ou 2 fois par an, parce qu'il faut s'inscrire à la date définie, et pour l'instant il n'y en a pas eu. Et puis, Book CV Flash par exemple, les services Photo Pro, ils ne sont pas encore en ligne, mais on les mettra en ligne pour pouvoir les proposer aux alumni. Voilà, je ne sais plus s'il y a, je crois que voilà, il y a une dernière page, puisqu'il faut faire aussi un peu de pub, dans le sens où, comme je le disais, pour cet aspect d'entretien carrière, l'idée c'est qu'il y ait des alumni issus de Télécom qui soient formés pour pouvoir justement accompagner entretien d'1 heure, 1 fois ou bien 2 à 3 fois selon les besoins, et donc de constituer cette équipe de conseillers voilà, pour que des alumni Télécom soient épaulés par des personnes qui ont fait potentiellement un parcours un peu similaire, qui connaissent leur secteur. Il y aura une formation, pas quelque chose de lourd, mais une formation sans doute d'1 soirée ou 2. Et donc les entretiens, c'est 1 heure avec les personnes qui en font la demande. Donc si vous souhaitez faire partie de cette équipe de bénévoles, n'hésitez pas à vous signaler. Un petit peu quelques clés dans le profil recherché, une dizaine d'années d'expérience, expérience de management et expérience de processus de recrutement, pour pouvoir être vraiment dans cette phase de challenger un peu la personne que l'on a en face par rapport à son parcours. Il ne s'agit pas de fournir des réponses, mais un éclairage, et souvent à travers des questions, la personne qui est en face trouve elle-même les réponses. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il y a l'adresse email qui est indiquée sur cette page. Voilà, je crois que ça conclut. Merci Sophie.
Et donc, on arrive maintenant à notre rapport financier. Du coup, donc le rapport financier, exercice maintenant les coutumiers, où je vais vous présenter les résultats de 2017 et les prévisions, projections que l'on fait sur les 2 années qui viennent. Donc, 2017, Laurent l'aura dit tout à l'heure, on a quand même un résultat effectivement hors éléments financiers. Il faut savoir que l'association possède un certain nombre d'avoirs financiers depuis de nombreuses années qui l'aident à compenser effectivement un budget de fonctionnement qui lui est déficitaire. Donc en 2017, il était déficitaire de 58 000 €, il était donc sensiblement plus déficitaire qu'il ne l'a été en 2016. Bon, les autres éléments, donc on utilise les plus-values financières pour compenser et retrouver un équilibre global, ce qui est un exercice légèrement artificiel. Encore une fois, bien sûr, l'association n'a pas pour mission d'exploiter ses réserves, en tout cas comme celui-ci. Qu'est-ce que l'on peut voir? On avait donc un budget voté pour cette année 2017 où on considérait effectivement, on va dire, plus de charges que ce que l'on a effectivement utilisé. Donc ça c'est, on va dire qu'on a fait les économies pendant l'année assez naturellement, puisqu'on a vu les sujets d'érosion, de cotisation, de manque de revenus publicitaires, qui sont quand même les deux grandes lignes en fait, qui n'étaient donc pas au rendez-vous et qui nous ont contraints à faire un certain nombre d'ajustements que l'on voit ici. Hein. Donc, je ne sais pas si je détaille, mais globalement, on a contraint légèrement les charges à 291 000 € au lieu des 297 prévus. On a ce qu'on appelle stabilisation du fonctionnement commun, globalement sur la partie des salaires, on est resté très stable. On n'a pas, il faut savoir qu'historiquement il y avait trois permanents, on est à 2 depuis quelques temps. On a repris effectivement un poste sur l'action carrière dont Sophie vous a parlé, mais en mutualisant l'activité avec Termine, ce qui est un moyen quand même relativement optimisé de relancer cette activité. Bon, les charges sont contenues, il n'y a plus d'annuaire papier depuis quelques temps maintenant, vous le savez. Et le PTN est à l'équilibre, ce qui est une bonne chose. En ce qui concerne donc les recettes, on l'a dit, donc là on voit un revenu global qui inclut les cotisations, qui est de 191 000 en réalisé, qui est légèrement supérieur à celui de l'année précédente. Ça n'est pas sur les cotisations en tant que telles qui sont... C'est le même, bon, c'est pas long. Il y a un bug sur la slide. Le commentaire est... C'est moi qui l'ai... Le commentaire est bon, mais c'est le tableau. Alors ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les cotisations sont à l'équilibre, ce qui est une bonne chose en soi. On a quand même globalement, effectivement, contraint donc les charges, mais on a vu nos recettes décroître. On a vu les deux postes principaux qui ont été mentionnés par Laurent préalablement. Donc les cotisations sont stabilisées en soi, c'est une relativement bonne nouvelle puisqu'on a connu, Télécom Paris a connu ces 5 dernières années une décroissance, comme l'ensemble des écoles d'ingénieurs et de commerce, au passage d'ailleurs. On a une subvention qui est de l'école qui est compensée, qui est complétée par en plus donc un revenu spécifique au don qui nous permet de compenser effectivement ce manque de revenus et qui nous assure un revenu qui est constant pour la partie subvention. On l'a vu, donc la revue historiquement était bénéficiaire, c'est-à-dire qu'on faisait payer la revue, mais en plus, effectivement, la publicité compensait la production de la revue. Aujourd'hui, donc, la publicité ne compense plus, et donc on mange, on va dire en tout cas, le coût de la revue, le prix de la revue, effectivement, qui compense le coût. Voilà. Des manifestations légèrement bénéficiaires. Donc on a un sujet qui n'est pas totalement nouveau, on est plus en déficit que l'année précédente. On verra que sur les années suivantes, on a effectivement aussi projeté donc, un budget de fonctionnement qui est du même ordre, et donc qui nous amène, on peut le dire, assez rapidement. Tu veux l'original ? Je ne sais pas si c'est moi qui fais une erreur ou si c'est un copier-coller à posteriori.
Page 10. Le rapport financier, oui, c'est ça. Donc on a effectivement ici la cotisation 106 400 sur donc, 2017 en réalisé par rapport aux 107 000. Bon, ce qui est la stabilisation dont on parlait. La subvention école complétée, donc qui dépasse les 50 000, c'est une bonne chose. À l'inverse, effectivement, des recettes sur la régie publicitaire. Alors là, il y a un artefact, effectivement, suite à une régularisation avec notre précédente revue, de la précédente régie sur l'année précédente qui ne montre pas, mais globalement, on sait qu'on peut escompter de l'ordre de 3 000 à 4 000 euros de revenus sur la régie publicitaire, donc qui ne compense pas le coût de la revue étant globalement de l'ordre de 20 000 euros en termes de coût annuel. Alors sur Voilà. la subvention école, on est intéressé à la progression des fonds collectés auprès des alumni. Donc si ces fonds sont en progression par rapport... Si les fonds sont en progression par rapport à l'année précédente, eh bien, grâce à la convention que Yves a accepté de mettre en place, nous sommes intéressés et dépassons la convention historique de 50 000 euros. Et c'est ainsi que pour le cours de l'année 2017, on avait une subvention de 67 000 euros. Alors je crois que c'était Yves qui devait l'annoncer tout à l'heure, mais du coup, on l'annonce ensemble. Donc il est en très belle progression, puisque c'était 58 000 en 2016, 67 000 en 2017. Tout ça grâce à l'ensemble des alumni et à vous si vous avez participé à cette collecte. C'était plus de 600 000 euros en 2017 levés auprès des alumni et auprès de 360 doubles gestes, un geste pour l'école et un geste pour l'association. Merci. On va... On peut poser une question Bien sûr, bien sûr. La ligne plus-value, on voit que c'est jamais en budget, c'est toujours dans le réalisé. Donc, quel est le processus pour Oui, parce décider qu'on est... En fait, quand on... incorporer les plus-values ou pas dans la réalisation? Alors, d'une part, quand on fait le budget, on ne fait pas de projection sur ce qu'on va gagner sur les plus-values financières. On pourrait faire des estimations. On espère typiquement chaque année compenser. On voit sur les années suivantes, là, on ne fait pas de projection sur effectivement ce qu'on aura comme plus-value. Ensuite, on a la latitude de réaliser des plus-values par rapport aux actions que l'on possède en portefeuille, actions et obligations. Et donc, on va demander à notre banquier de réaliser un certain nombre de plus-values qui vont nous permettre de compenser le budget de fonctionnement. Est-ce que mon explication était claire? En fait, on fait un aller-retour d'action et on prend la plus-value qu'on injecte au bénéfice de manière à compenser les dépenses. D'accord. Mais par contre, on ne l'avait pas fait. On l'a jamais. Si. Enfin, oui, mais On l'a jamais en budget. en conservant un déficit, malgré tout, alors cette fois-ci. Non, on était, en l'occurrence, vous aviez un budget de fonctionnement à moins 38, et vous faisiez, là, en l'occurrence, c'était un ajustement qui n'a pas été idéal, on va dire, on était à moins 10 000, on aurait dû être à 0. Enfin, l'objectif est de compenser le déficit dû au budget de fonctionnement à travers des plus-values financières. Et on le fait effectivement chaque année. Par contre, il me semble bien que vous l'avez dit précédemment, c'est quand même pas l'objectif. Ce n'est pas la mission de l'association. La mission de l'association. On est 100% en phase. Il faut savoir qu'historiquement, donc il y a une partie évidemment des fonds qui sont sécurisés sur des livrets associations, où on est au maximum des seuils autorisés réglementairement, qui sont ici de combien pour les livrets associations un peu plus. Et ensuite, il y a un certain nombre d'actions et d'obligations, donc qui sont pour les obligations très sécurisées. Pour les actions, c'est une banque gestionnaire qui fait des arbitrages et qui sont réinvestis chaque année. C'est-à-dire que eux, comme on ne budgète pas la plus-value ni rien, c'est que évidemment les dividendes sont réinvestis et les plus-values sont latentes, puisqu'on les exerce que si on en a besoin
on a la chance d'avoir des plus-values latentes, parce qu'on est en déficit. Donc sans toucher au capital de départ, on fait juste un aller-retour pour exercer une plus-value latente sur le portefeuille quand on en a besoin. Mais ça marche parce que pour l'instant on a des plus-values latentes, et puis parce qu'on a des marchés financiers qui sont plutôt porteurs. Donc évidemment, c'est pas structurel. Et la réflexion que l'on a, alors c'est d'une part de sécuriser un peu plus de notre portefeuille, donc ça a été fait tout récemment, consigne a été passée à notre banquier de sécuriser une plus grosse partie de ce portefeuille, et d'autre part d'aller vers des placements qui nous amèneraient une plus grande visibilité sur les revenus générés, notamment des placements type immobilier et le projet avec la maison des élèves que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on participait à l'acquisition d'appartements pour les étudiants, on sait que ces appartements ils seront loués, on sait à quel prix ils seront loués, et donc ça nous donne de la visibilité sur des revenus. Certes, ce ne sera peut-être pas le revenu avec le plus fort rendement, puisque ce n'est pas l'objectif s'agissant d'étudiants que d'aller chercher à tout prix de la rentabilité, mais au moins ça permettrait, à partir de ces fonds que nous avons la chance d'avoir au sein de l'association, de faire une action au profit des étudiants, donc de nos futurs alumni, et au profit donc de la autorité de l'école, hein, parce que c'est quand même dans l'intérêt de tous qu'on est, comme j'évoquais tout à l'heure, le moins possible à aller chercher dans les listes d'attente. Et par ailleurs, ça nous amènerait une certaine sécurité des revenus derrière que généreraient ces fonds. Donc il y a, dans le cadre de la réflexion stratégique, évidemment, une réflexion qui embarque ce point-là. Il y a aussi la problématique du déménagement. Quand on va déménager au plateau de Saclay, on n'aura plus de salles de réunion dans Paris Intramuros comme on peut les avoir grâce à la présence de l'école. Donc est-ce que on n'en aura pas malgré tout besoin pour un certain nombre de réunions qui risquent d'être plus difficiles à monter sur le plateau de Saclay, surtout en attendant le grand métro qui ne sera pas avant 2027 ou 2028. Donc il va se passer quelques années. Merci. Alors, on a un certain nombre de résolutions. À voter. Donc la première résolution qui est effectivement le vote de l'approbation des comptes par il est présent. Donc la question c'est donc tel que je vais présenter en deux temps, hein, pour aller en slide, on m'excuserait. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Donc la deuxième résolution est une résolution aussi relativement traditionnelle qui consiste à affecter le résultat selon un principe qui est lié directement au statut de l'association. Bon, j'ai plus la règle en tête, mais la tête c'est moi qui fais le calcul. Voilà, donc je porte au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Alors, le troisième sujet, c'est un sujet qui est très concret, c'est le prix des abonnements et cotisations de l'association. Donc là, on propose de les maintenir pour 2019. Si vous avez mémoire, on avait pris des montants ronds, ce qui n'était pas le cas historiquement à l'association Télécom Paris, et donc on ne les modifie pas pour l'année prochaine. En tout cas, c'est notre proposition. Donc ce que je porte à votre vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Alors, les derniers sujets, ce sont les prévisions que l'on fait sur 2018 et 2019. En 2018, on est déjà un petit peu dedans. Vous verrez qu'on a été globalement dans la continuité. Donc, bien que, comme Laurent l'a indiqué, il y a d'abord un sujet structurel, c'est effectivement comment va-t-on traiter le problème du déficit de fonctionnement de l'association, et prenant en compte aussi le déménagement de l'école, ces éléments n'apparaissent pas ici. Donc on est dans la continuité de la publication de la revue papier en 2018 et en 2019, dans le modèle, avec les coûts et on va dire en tout cas l'absence d'une partie du revenu. On est sur une modélisation sur la partie carrière qui est relativement normale, avec une croissance progressive de nos coûts et on va dire des effets, des bénéfices de l'association en termes d'alumni demandeurs. On change peu de choses sur le modèle de
coup et des salariés. On considère qu'on va effectivement bénéficier de la stabilisation des cotisations qu'on a connue sur l'année 2017, ce qui en plus est a priori relativement cohérent avec ce qu'on peut voir en milieu d'année 2018. Voilà, et donc ça nous donne quand même alors là je crois qu'on voit l'ensemble. Donc globalement ça nous donne non parce que le déficit apparaît sur la partie recette. Ce que l'on prévoit aujourd'hui, c'est effectivement un déficit du même ordre de grandeur, même s'il est plus faible que celui connu en 2017, mais du même ordre de grandeur. Encore une fois, effectivement, qu'on espère pouvoir compenser grâce aux plus-values financières, sachant que l'année 2018, en termes de conjoncture économique, n'est pas non plus facile à déterminer, qui est donc légèrement supérieur avec ce qu'on a connu en 2016, mais qui, dans les projections que l'on peut faire, est ce qu'il y a de plus réaliste. Ça, c'est un point. En 2019, pour le moment, effectivement, on est resté sur ce modèle. Je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, sans prendre en compte la problématique du déménagement qui impactera une partie, en tout cas, des coûts potentiellement sur l'année 2019. On est resté dans cette continuité. Voilà, donc avec une diminution légère du déficit, mais qui reste quand même assez important. Donc ce déficit, je vais peut-être laisser d'ailleurs Laurent ou Yves vont parler, enfin il y a une problématique que se pose l'association de le traiter, parce que maintenant on va dire il est relativement facile à déterminer, en tout cas à prévoir, et il est pas sain dans la durée. Et donc les deux résolutions qui consistent à voter donc le budget 2018 que je vous ai présenté, avec les 53 000 de déficit. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Et donc la dernière résolution, qui est donc le budget 2019 prévisionnel, avec les 51 000 euros de déficit de budget de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Merci Alexis. Bravo, oui, c'est du travail de suivre les comptes de notre association. Et du coup, je reviens. Alors, c'est la planche que j'ai passée tout à l'heure. Désolé, là, ça aurait dû être. La voici. Alors, c'est pas pour la lire, hein, mais c'est un article du Monde de la semaine dernière. Et le titre est assez clair. LinkedIn siphonne les réseaux d'anciens élèves. Dit autrement, les associations d'alumni se font ubériser par des acteurs Internet qui sont venus proposer des services qui peuvent être vus comme concurrents des nôtres, ou en tout cas qui viennent attaquer le cœur de nos actifs. Enfin, c'était cet annuaire, le fameux annuaire papier qui était, avant l'arrivée d'Internet et de ces réseaux sociaux, le moyen de joindre les alumni. Aujourd'hui, évidemment, vous avez d'autres solutions. Donc l'enjeu, et c'est ce que dit l'article pour ces associations, c'est d'aller proposer des services que ne peuvent pas proposer ces acteurs de l'Internet, et notamment des occasions de se rencontrer physiquement. Ça, pour l'instant, LinkedIn ne le fait pas. Les afterworks qu'on organise maintenant systématiquement après chaque numéro de la revue, les conférences Télécom Paritos, tous ces événements qui sont autant de moments d'échange physique, de rencontre, c'est une offre que l'on est les seuls, association d'alumni, à proposer. Mais pour qu'on puisse le faire dans la durée, il faut qu'on sécurise notre modèle économique. Et l'article met en avant des solutions qu'on étudie également autour d'une certaine forme de cotisation à vie. Alors, je ne sais pas si pour les plus anciens vous l'avez connu au sein de l'association, mais c'était une cotisation à vie volontaire. De mémoire, ça devait être une dizaine d'années de cotisation pour ensuite eh bien, être adhérent à vie à l'association. Donc peut-être que quelques-uns le sont parmi vous. Là, l'idée, c'est pas forcément ce modèle-là qui finalement avait séduit un certain nombre d'alumni cotisants réguliers, mais pas forcément séduit les jeunes diplômés. Donc on avait un modèle de cotisation à vie qui n'agissait que sur entre guillemets, le stock des alumni, mais n'avait pas l'effet sur le flux entrant chaque année.
Donc un certain nombre d'associations, HEC par exemple a annoncé lors de son assemblée générale, et on a la chance d'avoir quelques doubles diplômés qui ont fait un peu de veille concurrentielle auprès d'HEC Alumni, donc a annoncé que dorénavant la cotisation à l'association d'HEC Alumni serait intégrée sous une forme à définir dans les frais de scolarité. Et ensuite l'école vient donc apporter des moyens à son association pérenne. En fait, l'école collecte. Elle collecte, on peut dire comme ça. Après, le montage juridique et financier n'est pas si simple que ça. On peut le voir, enfin, c'est quelque chose qui peut être interprété soit comme étant une collecte pour le compte d'eux avec un opt-in ou opt-out si je ne veux pas faire partie de l'association, soit on peut se dire que, et c'est un autre modèle à étudier juridiquement, on devient membre à vie et gratuitement de l'association, et sachant que les moyens, eux, sans que ce soit fléché directement élève par élève, les moyens sont apportés par l'école et qui intègrent les coûts dans ses frais de scolarité. Donc il y a des montages juridiques et techniques qui ne sont pas si simples à mettre en œuvre, et en tout cas il faut qu'on les étudie. Et je remercie là encore Yves de nous aider dans cette étude, et Alain ici présent mène donc cette réflexion en comparant ce qui est fait dans les différentes associations et en étudiant toutes les pour, les contre de ces différents modèles. Donc on est nous-mêmes engagés dans cette réflexion, puisque, et si je reviens sur HEC, il n'avait pas de problématique encore de baisse des cotisations. Par contre, il mettait de plus en plus de moyens pour maintenir le nombre de cotisants, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la rota par téléphone, par mail ou autre. Et donc tous ces moyens-là, ils se disent c'est quand même dommage de mettre autant d'argent pour simplement stabiliser le nombre de nos cotisants, parce que c'est autant de moyens ensuite qu'on ne peut pas mettre pour véritablement proposer des services à nos amis. On ne peut pas dire qu'un plateau téléphonique qui appelle et vous dit vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, ça soit un véritable service pour les amis. Donc même HEC qui n'avait pas encore cette problématique-là se dit si on arrivait par un moyen, comme j'avais évoqué tout à l'heure, une certaine forme de cotisation à vie, à pérenniser nos revenus, nos moyens, c'est autant d'énergie que l'on pourrait mettre pour créer ces fameux services que nos diplômés attendent. Donc voilà la réflexion que l'on mène, que l'on doit mener, et je serai ravi d'échanger avec vous tout à l'heure autour d'un verre, et plus tard, évidemment, si vous voulez contribuer à cette réflexion. On n'est pas les seuls concernés. Toutes les associations d'alumni sont aujourd'hui confrontées au même, impact de ces réseaux sociaux, et aussi une logique peut-être plus de consommation des jeunes diplômés qui se disent combien ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte en échange. Voilà, je voulais qu'on termine par cette petite, pour vous donner certes des déficits que Alexis a présentés tout à l'heure, mais également des perspectives et les réflexions que l'on mène par ailleurs pour sortir de ce déficit structurel et aller vers un nouveau modèle. Dernier point, Alexis, tu voulais présenter avant qu'on passe la parole à Yves, ou tu veux le faire en conclusion déjà maintenant? Oui, bon, je pense que c'est mieux. C'est pas que je veux. Merci. Donc, un tout dernier point Tu changes de casquette, hein. Oui, qui n'est pas un rapport direct avec l'association en tant que telle, mais qui est plus une animation, on va dire, liée à l'école. Avec quelques anciens, nous allons créer un fonds d'amorçage qui a un lien direct donc, avec l'incubateur de l'école. L'objectif est de valoriser, certes l'école, mais en particulier l'incubateur, en faisant un lien avec les alumni, ce qui est quand même de l'ordre du rôle de l'association. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose qui s'est déjà fait dans des écoles d'ingénieurs assez comparables. Donc on est relativement confiant sur le fait que c'est un mécanisme qui peut marcher. On est d'ailleurs sur un dispositif qui est peut-être encore plus riche. Donc l'idée, c'est que effectivement un certain nombre de startups qui sont aujourd'hui incubées à l'incubateur de Télécom Paris soient présélectionnés par l'incubateur. L'incubateur est directement impliqué dans le mécanisme. Le fonds d'amorçage va solliciter des anciens, mais pas que. Donc là, il y a une distinction, c'est-à-dire autant les startups doivent être, par défaut, des startups qui sont incubées ou qui ont été incubées à l'incubateur Télécom Paris, autant effectivement les investisseurs individuels sont des alumni et au-delà. Donc ils sont invités effectivement à venir participer à une sélection sur une forme d'un jury parmi ces différentes startups, et éventuellement donc à décider d'investir collectivement sur une de ces startups, éventuellement en lien avec d'autres
structures d'investissement, de business angel ou de fonds d'amorçage existants sur le marché, puisqu'on est relativement ouvert sur cette démarche. L'objectif, effectivement, c'est d'inviter d'autres structures à nous accompagner, et avec une perspective qui n'est pas simplement effectivement d'aider la start-up financièrement, mais de l'aider sous une forme de tutorat ou de mentorat, donc avec un accompagnement. Donc le mécanisme, c'est donc ce qu'on appelle un SPV, un Special Purpose Vehicle. On crée une structure juridique qui a un objectif, un investissement dans une start-up, pour commencer un par an, qui est incubé à l'école, et qui va suivre cette structure, mais sans avoir des volontés de réinvestir ou de désinvestir d'une manière quelconque, jusqu'à un exit. D'accord ? Donc c'est des investissements qui typiquement vont durer 5 ans ou quelque chose comme ça. L'objectif n'est pas de ressortir au bout de 2 ans. Donc c'est quelque chose de relativement en tout cas intéressant, que l'on présentera plus en détail le 4 juillet au soir, en fait, dans cet amphi, avec l'objectif donc de réunir, encore une fois, des alumni de tous âges, plus ou moins fortunés. Il y a une fourchette d'investissement qui n'est pas complètement libre. L'objectif, c'est que la disparité, ou l'écart type entre le plus petit investisseur et le plus gros investisseur ne soit pas trop important. Et donc, l'objectif, effectivement, c'est de réunir quelques centaines de milliers d'euros, qui seront encore une fois abondés, soit par des structures d'investissement qui sont complémentaires, soit, si la start-up est quand même un petit peu agile, aussi par la BPI, qui généralement est capable de compléter ce genre d'amorçage. Voilà. Donc on est uniquement un type d'information. J'ai une question là, parce que bon, Télécom ParisTech Alumni est membre de Badge, c'est l'association des business angels des grandes écoles, qui fait à peu près la même chose, peut-être tout à fait. Donc on a discuté, enfin j'ai personnellement discuté avec Gilles Vaillant pour que, encore une fois, cette démarche soit transparente. La distinction, bon, certes ici on est centré sur des écoles, des startups qui sont incubées à l'incubateur de l'école. Le deuxième élément essentiel, c'est cette notion d'accompagnement, où on ne se veut pas effectivement un simple investisseur. Et en l'occurrence, pour Badge, ça semblait être une distinction suffisante pour qu'il n'y ait aucunement concurrence. Encore une fois, Badge est invité, est informé de notre démarche, est invité éventuellement à participer ou à communiquer la démarche auprès de ses propres adhérents. Voilà. Il y a d'autres, il y a par exemple Business Angel qui sera dans le même cas. Je suis un peu surpris parce que je suis membre de Badge et une des missions premières des Business Angels, c'est l'accompagnement. C'est quand même ça. Alors, écoutez, moi j'ai parlé qu'à une personne de Badge, qui est Gilles Vaillant, qui a confirmé cette démarche. De plus, après, encore une fois, c'est pas on peut être concurrent. Pourquoi un seul par an? Alors c'est un défi, on va être modeste, La vérité c'est qu'effectivement on prend le modèle sur une autre structure qui fait ça, une autre école, que je ne vais pas être trop détaillé, je ne l'avais pas marqué ici, donc je ne vais pas trop détailler. À l'incubateur aujourd'hui il y a 35 startups. L'objectif c'est de prendre ces 35 startups et éventuellement celles qui sont sorties récemment, donc on peut potentiellement cibler, on va dire, une cinquantaine de startups sur lesquelles on va faire cette présélection d'une demi-douzaine. On peut très bien envisager, si le mécanisme fonctionne bien, effectivement, de faire plus d'investissements par an. On espère qu'on y viendra. On va commencer, on va dire, à apprendre à marcher en marchant avant de courir, et donc l'objectif c'est d'en faire un. Le calendrier, c'est effectivement, on en parle aujourd'hui, on fait une présentation le 4 juillet, donc avant les vacances, et le mécanisme, par contre, il doit être calendaire puisqu'il n'y a plus d'ISF, et donc il doit se clôturer, l'investissement doit être réalisé à la fin de l'année. On pense que 6 mois, en tout cas, c'est une durée, mais on peut très bien, on l'espère, en tout cas, aller vers plus d'un investissement par an, sachant qu'à chaque fois, il y aura une structure, probablement avec un numéro d'année tiré 1 s'il le faut, qui sera créé pour un SPV par investissement. Universalité par des débouchés, des domaines dans lesquels on intervient par le caractère diffusant de nos technologies, mais malgré tout, on ne fait pas de chimie, on ne fait pas d'agronomie, on ne fait pas de mécanique, on ne fait pas... Bref, il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Plus fait ça reste de ce qu'on fait. Et donc, très clairement, on m'a livré ce projet clé en main. Je n'étais pas du tout à l'origine, mais j'ai trouvé évidemment très intéressant cette idée de faire à l'époque avec ParisTech 12 écoles, le MIT à la française. Parce que c'était rien que ça. Donc, j'ai vécu pendant 5 ans avec ce projet-là. Enfin, je l'ai même assez largement poussé. J'étais parfaitement convaincu que c'était ce qu'il fallait faire. Au bout de 5 ans, on nous a empêchés d'aller plus loin. Mais on peut dire aussi qu'on avait passé 5 ans à dépenser les 4 millions d'euros qu'on nous avait donnés, mais au lieu de construire ParisTech, on avait dépensé, je vous rassure, on n'avait pas
tout dépensé en bouffe. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'on avait été très, très sérieux sur la volonté d'intégration. Moi j'avais la chance, si vous voulez, je parlais d'Orange tout à l'heure, d'avoir à plusieurs postes successifs que j'avais occupés, d'avoir été le dernier à sortir et à éteindre la lumière en sortant. D'avoir fermé des agences, d'avoir fermé des directions régionales. Donc j'étais assez zen sur la question de savoir finalement, puisque je travaille pour la France, savoir exactement, sur l'idée de savoir si à un moment donné, créant Paris-Tech, j'étais prêt à abandonner ou pas des compétences, à les transférer à un niveau supérieur. Bon, évidemment, toute ressemblance avec l'Europe serait sûrement fortuite, hein, évidemment. Il faut voir ce qui se passe en ce moment sur effectivement le traitement des migrants. Bref, en tout état de cause, Paris-Tech a merdé. L'État, en plus, considérait qu'on était sur 3 sites, Marne-la-Vallée, Paris Intramuros et Saclay. Et c'était les derniers mois de Sarkozy qui tenaient absolument à faire quelque chose à Saclay. Bref, on a été stoppé et on nous a dit vous allez faire l'université Paris-Saclay. On est reparti 5 ans encore derrière pour faire l'université Paris-Saclay. C'était la même idée, c'est-à-dire toujours la même idée, c'est trop petit, il faut acquérir une taille critique, de la pluridisciplinarité. En plus, là, on rajoutait une couche en disant en plus, vous allez rapprocher les grandes écoles et les universités. Et puis, comme on a tordu le bras, on nous a tordu le bras, à l'école Paris-Tech aussi, mais aussi aux universités, à l'école polytechnique en particulier. Alors, tordre le bras à l'école Paris-Tech, c'est pas très grave, tordre le bras à l'école polytechnique, c'est un tout petit peu plus gênant. Et donc, pour des raisons, encore une fois, qui seraient trop... Enfin, que je ne développerai pas, ça s'est pas très bien passé, et quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en mai 2017, il a découvert une situation assez dégradée de fonctionnement de l'université Paris-Saclay, avec des forces centrifuges assez fortes, assez grandes, des gens qui ne se comprenaient pas, et en octobre de l'année dernière, donc il a décidé, pour utiliser ce terme, de consacrer la structuration de Paris-Saclay, consacrée, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas décidé, il a constaté que les gens n'arrivaient pas à s'entendre. Mais tu étais là, Gérard? Je n'avais pas vu que tu étais là. Tout à l'heure, j'ai parlé de toi. Il a décidé de consacrer la structuration de Paris-Saclay en 2 pôles. Et tout ça tombera comme un fruit mûr. J'ai eu tort d'avoir raison trop tôt. Mais je dois dire quand même, on avait un score qui était quand même assez correct, hein, sur le projet quand on prépare à la fusion centrale Supélec. Par exemple, les rendements de Centranos qui pensent de la fusion avec Supélec, ou la fusion de l'Ensika avec Supaéro, hein, quand on se souvient évidemment, il suffisait de fréquenter les blogs et de voir ce que les centraliens pensaient des Supélec pour imaginer que finalement l'association des anciens élèves de Télécom Paris-Tech était quand même plus mature, on va dire, et plus consciente des enjeux d'une consolidation que n'étaient probablement les associations des centraliens ou des Supaéro, hein, je confirme. Voilà. Donc voilà, bref, enfin, en tout cas, ça c'est pas fait, mais ça finira par se faire de toute façon. Et ça sera dans le cadre de New Uni, plus généralement, parce qu'il faudra pour le coup avoir 2 écoles des télécoms dans un truc qui s'appelle New Uni. Franchement, je vois pas vraiment le sens. Donc l'idée c'est de faire, donc il y a eu une annonce d'Emmanuel Macron le 25 octobre, donc empreinte de pragmatisme, il a constaté que ça ne marchait pas. Il a demandé ce qu'on crée un institut de sciences et technologies un peu sur le modèle anglo-saxon. J'ai cité les écoles. HEC depuis a annoncé vouloir rejoindre, en tout cas établir un partenariat exclusif avec ce groupe d'écoles d'ingénieurs. Alors, je n'arrive pas encore trop à savoir s'ils proposent un partenariat de pair à pair, ou s'ils sont prêts à rentrer dedans, mais pas à n'importe quelles conditions, parce qu'ils sont partis après les autres. Voilà, enfin bref, HEC c'est HEC. Hein. Si vous trouvez que l'X regarde les écoles d'appli de haut, vous allez voir, vous allez discuter avec HEC, vous verrez comment ils considèrent les autres écoles. Je pense honnêtement que c'est pire. Enfin, je pense que c'est pire. Hein. Désolé pour les doubles diplômés, parce que tu as dit qu'il y en avait. Donc, voilà. On est tous l'INT de quelqu'un, vous savez, c'est un mot que j'aime bien. Nomination de Jean-Loup Chameau, donc Jean-Loup Chameau qui était ingénieur arts et métiers, mais qui a été, alors il n'a pas été président de Georgia Tech, mais il a été vice-dean, mais par contre il a été président de Caltech, notamment, donc un Français à la tête de Caltech qui est quand même pas rien en termes d'institut de sciences et technologies, puis après il a été à la CAOS, c'est pas dans les Émirats Arabes Unis, c'est en Arabie Saoudite, j'ai pas changé le slide, donc il a été nommé chef de projet, il a rendu son rapport la semaine dernière, d'ailleurs j'ai eu la chance de rencontrer les 3 ministres qu'il avait mandatés, donc la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la ministre des Armées, et d'ailleurs c'est marrant, c'est 3 femmes, la secrétaire d'État à l'industrie, donc elle a un nom composé, DGS, hein, donc c'est Delphine Génie Stéphane. Voilà, c'est la première DGS, directeur de la Direction Générale des Services. Ou DGSE, DGSI, pour être à la Défense ou à l'intérieur. Mais elle est secrétaire d'État à l'industrie, donc on avait 3 ministres femmes en face de nous, et donc il a présenté le rapport.
Bon, je vais passer assez vite, tout ça, ça vous endormira. Mais enfin, en gros, on va faire un truc. C'est la 3e fois, c'est comme en athlétisme, on n'a plus le droit de se tromper. On a fait les 2 premières tentatives, on les a foirées, soyons clairs. C'est la 3e. Alors la bonne nouvelle, c'est que moi je suis plus ancien dans la bande. Alors Elisabeth Crépon, directrice d'ENSTA, est pas mal non plus parce qu'elle n'était pas directrice de l'ENSTA il y a 10 ans, mais elle était responsable des relations internationales de l'école polytechnique, donc elle connaît un peu le sujet aussi, et on sait exactement ce qu'il faut faire, ou pas faire plutôt pour réussir ce 3e essai. Alors, il y a des choses objectivement qui nous aident. Hein. D'abord, on n'est plus que 5, c'est quand même plus facile de se mettre d'accord à 5 qu'à 12 ou à 19, enfin à 12 ou à 12 d'ailleurs, parce que dans Paris-Saclay, on était 12 établissements d'enseignement supérieur. 2, on a quand même un mandat d'Emmanuel Macron assez explicite, en début de mandat. Enfin, on a un mandat nous-mêmes, et lui-même c'est en début de mandat, donc on peut penser qu'il pourra demander de revenir régulièrement pendant toute la durée de sa mandature. Sarkozy avait lancé le projet d'université au moment où dans les derniers mois, puisque c'était en décembre 2011, donc juste avant la fin de son mandat. J'ai dit on est 5, on est colocalisé, hein, vraiment on est dans un petit périmètre, donc le quartier de Palaiseau, et puis c'est vrai qu'on sait à peu près ce qu'il faut pas faire comme connerie pour réussir cette fois-ci. J'espère que je serai écouté, que ceux qui ont un peu vécu les expériences précédentes seront écoutés. Bon, un business model ambitieux assis sur le développement de ressources propres. Hein, évidemment, on n'attend pas... Enfin, alors on a un peu demandé d'argent à l'État. Hein, Chameau a demandé entre 7 et 10 millions d'euros par an pendant 10 ans. Considérant notamment qu'on a une bonne bourse de thèse, ce qui n'est pas considérable, hein, 7 à 10 millions d'euros par an par rapport à un budget. Le budget consolidé de tous les établissements de Mieux-Unis doit être à peu près de l'ordre de 200 millions. Vous voyez que 7 à 10 millions, c'est pas énorme, mais ça peut avoir un effet de levier, notamment demander des bourses de thèse, la thèse étant le nerf de la guerre, le financement du doctorant étant le nerf de la guerre d'un établissement d'enseignement supérieur qui fait de la recherche. Des formations payantes raisonablement, mais le droit d'inscription distributif, bref, tout ça c'est du détail, du développement du mécénat entreprise et alumni. Donc là, c'est vrai qu'on fonde de gros espoirs dans la poursuite du développement du mécénat. Alors, côté entreprise, ça s'appelle des chaires d'entreprise. Les alumni, vous savez à quoi on fait référence. Et avec une pensée particulière pour les multidiplômés. Il se trouve qu'il y a quand même pas mal d'X Télécom, d'X Telstar, d'X SAE. Donc la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils ne seront pas démarchés 2 fois à l'avenir. Je ne dis pas que ça se fera comme ça du jour au lendemain. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne leur fera pas un prix de gros. Voilà. On ne fera pas de réduction pour le prix de gros, mais bon. J'espère que certains seront sensibles au fait que leurs écoles finissent par unir leurs forces pour bâtir. Alors la référence, c'est je ne l'ai pas mis là, la référence c'est l'EPFL. On devrait faire quelque chose. Alors l'EPFL par la taille. Ah oui, c'est vrai, c'est écrit dans le titre. Oui, je recherchais là, mais je regardais plus les CO. Donc effectivement, l'EPFL étant un peu la référence. Bon, alors après, rapidement, parce que c'est des slides un peu recyclés. Non. Oui. Je vais rajouter avec la famille qui sont excellents en création de certains. Oui, aussi, oui. Parce qu'il y a le 3e point avant. Oui, très bien, j'ai plein de choses que j'ai oubliées. Non, mais ils sont les investisseurs. Non, mais ils sont très bons en tout, hein. Ils sont très bons en tout, honnêtement, hein, pour des Suisses. Voilà. Et, très honnêtement, ils sont. C'est une superbe référence. Alors après, on dit, et c'est vrai que l'État fédéral a mis beaucoup d'argent dans le PFL, hein, parce que l'État à Zurich, historiquement, et je ne sais pas s'ils ont créé toutes pièces, mais en tout cas, ils ont investi beaucoup d'argent. Donc ça aussi, on le fait valoir auprès de nos ministres, en disant, attendez, là, vous êtes bien gentils, vous voulez qu'on fasse un truc, mais quand même, il faudrait aussi un petit peu de cash quand même. Voilà. L'objectif, donc, c'est de créer un établissement public donc, qui aura en fait le même statut que l'université Paris-Saclay, que Paris Sciences et Lettres, un PSL pour ceux d'entre vous qui savent ce qui se passe un peu dans Paris avec une Paris Tech, chimie, physique, chimie notamment, et l'ENS, ULV. Donc créer un établissement public au printemps 2019. Entre-temps, on devrait,
au courant de l'été, avant fin juillet, signé une convention de coopération entre les établissements qui préfigure un peu la façon dont on envisage de travailler. Alors cet établissement, évidemment, délivrera ses propres diplômes. Donc le diplôme de docteur sera le diplôme de docteur de Uni, le diplôme de master. Seuls les diplômes d'ingénieur resteront sous la marque des écoles. Il y aura une marque, évidemment. Les publications seront signées avec la mention de l'établissement, puisque c'est ça qui permet derrière la consolidation dans la mesure de la production scientifique des établissements qui comptent de manière significative pour les classements des établissements d'enseignement supérieur. Donc on devrait signer, alors, peut-être pas en même temps, mais peu après, une convention de partenariat avec HEC. On devrait disposer d'un nom et d'une marque pour New Uni à la rentrée. Alors, pour information, ne hurlez pas, ça ne sert à rien. Peut-être que ça plaira quand même à certains. Moi, je suis assez fanat. C'est la proposition qui a été faite, c'est Institut Polytechnique de France. Donc ne cherchez pas l'acronyme, peut-être que ce ne sera pas IPF, ce ne sera pas PIF. Non, parce que, attendez, Polytechnic Institute of France, ça fait PIF. On n'est pas obligé d'appeler PIF. Et puis moi, de temps en temps, il m'arrive d'aller à NUS. NUS, National University of Singapour. Donc et le MIT, ça s'appelle le MIT. Et voilà. Et je suis sûr que le jour où on a dit, un mec a dit on va appeler ça MIT, on dit c'est bizarre notre truc MIT. Bon, aujourd'hui, plus personne n'est surpris du MIT. J'ai parlé de la Chaos, je pourrais parler de KAIS, je pourrais parler de NTNU, je pourrais parler de... Bref, donc en fait, les acronymes, ils valent ce qu'ils valent. Et puis à un moment donné, quand vous êtes connu, tout le monde se fout de savoir si ça veut dire quelque chose, pas quelque chose, ou si ça sonne bien ou si ça sonne pas bien. Après, aux États-Unis, ils ont des mécènes qui sont tellement riches qu'ils arrivent à donner leur nom à des universités. Voilà, mais en France, on n'a pas encore trouvé, on n'a pas encore l'université Bernard Arnault, polytechnicien d'ailleurs. Patrick Drahi s'est arrêté à un bâtiment. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Et donc, bref, voilà, donc, je me fous du nom, l'important c'est qu'on ait un nom. Quand même, ils ne sont pas trop ridicule, quoi. Enfin, on ne va pas faire exprès de prendre un nom ridicule. Donc pour l'instant, ce qui est proposé, c'est Institut Polytechnique de France. Donc, on verra peut-être que ce ne sera pas ça. C'est les ministres qui décident. Les premières réalisations rapides à la rentrée, donc on lance 2 formations à l'intelligence artificielle à la rentrée, une option de 3e année, donc copilotée d'ailleurs par Télécom Paris-Tech et l'ENSTA, et un graduate degree qui est piloté par l'école polytechnique. Un graduate degree, c'est un master. Qui ne dit pas son nom, parce que le mot master est une marque déposée en France, enfin, en tout cas est protégée par le ministère de l'Enseignement supérieur, et le graduate degree ne l'était pas, donc X, qui a fait preuve d'imagination, a effectivement utilisé ce terme pour proposer des formations en 2 ans, donc Bac plus 3, Bac plus 5, qui va permettre de faire du look-alike. Et si tout va bien, d'ailleurs, ces graduate degree vaudront grade de master comme les diplômes d'ingénieur. Donc là, ils ont bien manœuvré. Les principales réalisations dans les 12 mois à venir, donc on va travailler, donc ça c'est Geneviève toujours en matière d'intelligence artificielle, développer des certificats d'études suivies. Non mais il y a qu'elle qui bosse à l'école. Je sais pas, elle est toujours administratrice, non? Elle vient en réunion? Non, pas trop. Si, elle vient. Et création d'un bureau mutualisé de soutien à la réponse aux appels à projets européens, mutualisation de certains aspects de la vie de campus. Alors là, c'est des sujets délicats. Parce que si vous ne voulez pas effrayer le personnel, vous évitez d'utiliser le terme mutualisation. Vous parlez de mutualisation d'activité, vous évitez de parler de mutualisation de fonctions, de postes, etc. Bon, alors on essaie de leur expliquer, 1, qu'ils sont salariés d'un établissement public, 2, que donc on licencie rarement, pour motif économique. Enfin, j'ai encore jamais fait de plan de sauvegarde de l'emploi à Télécom Paris-Tech. Qu'on n'est pas des voyous, enfin on met pas des côtelettes dans les poches des caissières pour les virer quand on n'est pas content. Ou le type, j'ai entendu des trucs là, qu'est-ce que c'est les trucs terribles là, le type qui a foutu une boîte vide. C'est SFR d'ailleurs, il s'est fait, il n'y a pas des mecs chez vous qui ont travaillé chez SFR à l'époque, un emballage de vibromasseur et il s'est fait virer. Voilà. Plus que vibromasseur, c'était, bon, je ne sais pas. Enfin, un sextoy, enfin voilà, un emballage sur la voiture en mettant cadeau au patron de la part de, je sais pas, de la CFDT ou la CGT, je sais pas ce qu'il a mis, et le mec s'est fait virer. Bon, nous on fonctionne quand même pas complètement comme ça, c'est pas notre culture, et après, bon, tout ce qui risque, c'est de devoir se déplacer de 350 mètres à l'est ou à l'ouest, parce que tout ça, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est non. Mais ça, ce que je vous dis là, évidemment, personne n'enregistre, je dis ça pour connaître. Non, mais je sais qu'ils enregistrent, mais si vous voulez, parce que déjà ça,
Ça fait des feux d'esprit pour moins que ça. Enfin, mais comme ma cote de popularité est à 0, je ne peux pas descendre plus bas. Donc j'ai plus peur de rien. Et comme je suis, de toute façon, mon mandat expire dans 18 mois et que je n'ai pas l'intention de me représenter, je suis vraiment hyper dangereux. Je suis hyper dangereux. Voilà. Mise en place des premières opérations de fundraising coordonnées. Voilà. Et mise en place des premières formations continues coordonnées. Alors, bon, on est dans l'actualité. Donc tout ça, c'est ce qu'on voudrait faire. J'espère qu'on fera ce qu'on dit et qu'on dit ce qu'on fait, parce que c'est vrai que dans le monde de l'enseignement supérieur, il faut bien dire que on a des tas de bonnes idées. On dit qu'on va faire des trucs et on les fait pas. Hein, des trucs qui sont absolument insupportables dans le monde de l'entreprise, mais qui sont assez coutumières du fait, assez classiques dans le monde de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va faire des trucs, on les fait pas. On fait des stratégies sans évaluer les moyens nécessaires. On fait des stratégies sans plan d'action, on fait des plans d'action sans échéance, on fait des actions sans porteur. Voilà, et après on s'étonne au bout de 5 ans qu'on n'a pas fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Voilà. Donc ça, il faudrait que ça change. Alors on est en 5 écoles d'ingénieurs, donc quelque part, si on se rappelle un peu ce qu'ils font de la culture de l'ingénieur, on devrait mieux faire que ce qu'on a pu faire les fois précédentes. En plus, on n'est que 5. Donc ça devrait être quand même plus simple. Voilà. Mais enfin, le risque zéro n'existe pas. Voilà, je crois que j'ai fini. Alors, comme si je finis là-dessus quand même, parce qu'il y a une vie en dehors de New Uni, c'est-à-dire que l'école continue à travailler sur des dossiers qui lui sont propres. Donc on a inauguré avant-hier un laboratoire commun, un laboratoire commun programmation orientée objet avec Nokia. Donc, ce qui m'a permis de dire qu'on était une école des télécoms qui faisait quand même encore un peu de télécom, même si on ne fait pas que des télécoms. On a signé, c'était la semaine dernière, un laboratoire avec SoftBank Robotics, ex-Aldebaran Robotics. On travaille sur l'interprétation en fait, des signaux socio-émotionnels, c'est-à-dire comment un robot analyse les visages et essaye effectivement de lire des émotions sur les visages et d'intégrer ça dans son protocole de communication avec l'être humain. Donc c'est ce qu'on appelle la robotique sociale. Des chaires d'enseignement et de recherche, donc on a 2 nouvelles chaires d'enseignement et de recherche en finalisation, donc une qui est commune avec Télécom Sud Paris et je peux le dire avec venteprivée.com et une autre avec Wavestone, donc sur notre filière stratégie innovation marché. Plusieurs nouvelles chaires d'enseignement et recherche en gestation, alors toutes ne se feront pas, parce que c'est comme au loto quand il faut jouer. Enfin, on a un taux de succès qui est un peu meilleur que le loto, mais quand même il faut quand même tenter notre chance plusieurs fois pour réussir. On relance notre formation par apprentissage en 2 ans, donc on avait été empêché par et on le fait avec l'INSTA Paritech. Et puis on passe, je terminerai là-dessus, on passe 3 nouvelles filières en anglais. J'ai dit qu'on en avait 2 sur 14, on passe à 5, donc avec à la rentrée scolaire la filière qui s'appelle Stratégie Innovation Marché, qui est la filière qui forme notamment des diplômés qui vont aller travailler dans les sociétés de conseil. La filière traitement du signal pour l'intelligence artificielle, et puis une filière qui s'appelle ingénieur appliqué, qui vont passer toutes les 3 en anglais, avec les 2 qu'on avait déjà, ça fera 5 filières sur 14 en anglais. Voilà. Il reste un petit quart d'heure pour les questions diverses et variées. Voilà. Merci. Pour la tutelle de New Uni, comment ça pourra se passer? Parce qu'actuellement, tu dis qu'il y a 3 ministères. Il y aura toujours 3 ministères. Il y aura 3 tutelles. 3 tutelles. Effectivement, l'établissement sera commun, mais il n'y aura pas une seule tutelle. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le ministère des Armées, le ministère de l'Économie, qui est la tutelle de 3 écoles, donc Télécom, Paritech, Télécom Sud Paris et l'ENSAE, aucun des 3, aucun des 2. Parce que la tutelle de l'ESR est un peu particulière. En fait, depuis la loi Furazo de 2013, tous les établissements, même sous tutelle de ministère technique, ont au moins en co-tutelle l'ESR. Il est devenu en co-tutelle de tous les établissements. Ceci étant, c'est une co-tutelle qui est faible, au sens où ils ont beaucoup même prérogatives que la tutelle première, qui pour nous est l'économie, enfin l'industrie, l'économie, et qui pour l'école polytechnique et l'ENSTA et les armées. Et donc du coup, aucun des 2 établissements, aucune des 2 tutelles premières, armée, économie, ne veut céder la tutelle à aucun des 2 autres, et certainement pas à l'ESR, en tout cas à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ça c'est sûr. Mais on a réduit là aussi, je disais qu'on avait réduit le nombre d'établissements, on a réduit le nombre des tutelles aussi, puisqu'il y avait en plus dans Paris-Saclay, il y avait le ministère de l'Agriculture notamment, et puis il y avait encore un autre ministère qui était tutelle. Donc on a réduit quand même le nombre de tutelles, donc on réduit là aussi la complexité de la gouvernance.
Alors agro, alors effectivement, alors, les trucs. Alors on peut dire que par rapport à ParisTech d'il y a 6 ans, on a perdu, puisqu'en route on a perdu notamment agro ParisTech. L'école des ponts, alors il semblerait que les diplômés de l'école des ponts frappent, enfin aimeraient bien que leur école frappe à la porte de New Uni. Ce serait pas bien qu'ils ne soient pas à Palaiseau. Étant un peu satellisé à Marne-la-Vallée, ce ne serait pas une mauvaise chose pour eux, je pense, et ce serait certainement intéressant pour New Uni. Justement, comment ça pourrait se passer comme HEC à mon avis, ça aura moins l'appui, c'est surtout que ça aura moins l'appui des tutelles, enfin, à la fois du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont la logique reste très, très territoriale. C'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement supérieur a vraiment envie de structurer l'enseignement supérieur sur des pôles géographiques. Donc pour eux, l'école des ponts appartient à Paris-Est, et donc a vocation à construire quelque chose à Paris-Est. Ça ne se passe pas très bien, l'école des ponts s'estime un peu seule. Il y a une forte activité autour, évidemment, de la ville et du développement durable, bien évidemment, mais malgré tout, se trouve quand même un peu pauvre. L'école des ponts, je trouve que ses voisins sont pas forcément du même niveau, le même prestige, la même notoriété, voire peut-être même du même potentiel académique qu'à Saclay. Donc ils aimeraient bien. Voilà. Après, à mon avis, ça ne se fera pas en un moment. Mais on maintient le lien. De toute façon, on est encore dans ParisTech avec eux, donc on maintient beaucoup de. On est dans le concours commun Mines-Ponts aussi avec l'école des ponts. Donc je dirais, on discute beaucoup avec l'école des ponts. Beaucoup. Plus, enfin, et ils ont plus de chances d'un jour de rejoindre New Uni que les écoles de Paris, mines, ParisTech, chimie, physique chimie, qui de toute façon sont dans PSL, qui est leur New Uni à eux. Voilà, ça c'est sûr. Et justement, sur tous ces noms qui sont empilés entre ParisTech, IMT, oui. PSL... Oui, alors attends. Déjà, nous, on n'est pas concernés par PSL. On va oublier. Alors, nous, on a effectivement aujourd'hui... On a 3 marques à gérer. Alors, on en avait déjà 3, qui étaient d'une part... on a travaillé pendant 5 ans avec 2 marques, qui étaient ParisTech d'une part et le groupe des écoles des télécoms devenu l'Institut Télécom d'autre part. Avec l'arrivée de l'Université Paris-Saclay, on est passé à 3. Et là, on va rester à 3, simplement, on change l'Université Paris-Saclay par New Uni. Ça fait 3, ça fait quand même 2 de trop, on va dire quand même. Vous avez vu, non, parce que vous n'avez pas le kakémono de l'école, mais vous regarderez, on a une mention très minime de notre appartenance à l'IMT. Donc très clairement, bien que l'IMT soit la mandataire, bien que ce soit par le truchement de l'IMT qu'on reçoit notre subvention qui représente quand même 60% de notre budget, donc on ne mord pas la main qui vous nourrit, donc on fait attention à ce qu'on dit quand on discute avec les gens qui vous donnent l'argent, sans oublier le fait que ça a un sens. Mais malgré tout, c'est en mode mineur. Je considère que l'IMT ne pollue pas outre mesure notre communication. ParisTech, très clairement, si New Uni réussit, ParisTech n'a pas la place, n'a plus de raison d'avoir la place qu'elle a aujourd'hui dans la marque de l'école, évidemment. Bon, ceci étant, la marque ParisTech, on l'a prise il y a 10 ans. Je suis bien content de ne pas avoir changé entre-temps. L'école a déjà assez souvent changé de nom comme ça. On va attendre que tout ça se décante, et puis on verra à partir de là ce qu'on fait. En passage, il ne faudra pas échapper qu'il y a Télécom ParisTech, Télécom Sud Paris. Donc, je dirais, en plus, peut-être que le changement de marque devra peut-être se faire à l'occasion d'une fusion, ce qui permettrait de simplifier tout ça. Voilà, bon. Oui, donc félicitations pour avoir réussi peut-être à réduire la complexité. Il y a juste un facteur, parce que ça touche 2 écoles sur 5 aujourd'hui, qui est l'Institut Mines Télécom. Oui. Donc est-ce que c'est, soyons positifs et politiquement corrects, une opportunité, ou est-ce que c'est un facteur de complexité par rapport à des questions de gestion de la recherche, gestion de la fonction du... Honnêtement, l'IMT est un facteur de complexité. Il faut être très clair. L'IMT est un facteur de complexité, mais c'est un facteur de complexité, comme je l'ai dit, qui me donne 60% de mon budget. Voilà. Donc forcément, si tu veux, tes parents te font chier quand tu étais ado, ils te font chier, mais ils te filent ton argent de poche, et donc tu dis merci, et puis t'évites de dire tout haut ce que tu penses tout bas. Voilà. Donc voilà, alors, de temps en temps je me lâche un soir comme ça, parce que je sais que personne m'écoute, mais voilà, donc je pense en particulier, c'est un facteur de complexité dès que l'IMT commence à vouloir jouer un rôle qui n'est pas celui pour lequel il a été conçu, si tu veux.
Quand ils commencent à vouloir être sur le terrain de la marque, tu vois, on est très pollué par le changement récent qui a été fait de la création de la marque INT avec un nouveau logo, un alignement des marques de certaines écoles sous la marque INT, comme par hasard, Mines Paritech, qui de toute façon même pas dans l'INT, n'a pas décidé de changer de marque, Mines de Saint-Etienne, qui de toute façon à l'œil rivé sur Mines Paritech, de toute façon n'a pas l'intention de changer de marque. Télécom Sud Paris, qui avec Télécom Paritech, on est bien d'accord, ne change pas de marque non plus. Et comme j'ai dit à ceux qui me disaient, mais quand est-ce que tu prends la marque INT, j'ai dit quand Mines Paritech et Mines Saint-Etienne l'auront fait, je prendrai la marque INT. Donc autant dire que je peux dormir sur mes deux oreilles. En tout cas, je tiendrai probablement jusqu'à la fin de mon mandat avec la marque Télé, sans avoir besoin de changer de marque. Mais oui, c'est un facteur de complexité, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Est-ce que le financement par l'Institut Mines Télécom risque de changer du coup avec l'UNI ou pas? Non, très honnêtement, enfin, toujours pareil, on peut tout imaginer, hein, on peut imaginer le Brexit, il y a des tas de choses qu'on n'imaginait pas qui arriveraient un jour et qui sont arrivées, hein, donc il faut se méfier de... Mais en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Le projet New Uni préserve la personnalité morale des établissements qui composent. Donc de toute façon, ça veut dire, alors pour nous qui n'avons pas la personnalité morale, ça veut dire simplement qu'on reste des écoles internes à l'IMT, enfin traduit pour Télécom Paritech et Télécom Sud Paris, le principe de conservation des personnalités morales, ça veut dire qu'on reste des écoles internes de l'IMT. Donc si on reste des écoles internes de l'IMT, l'argent continue à nous arriver par l'IMT, qui lui-même le tient du ministère de l'économie. Donc il n'est pas prévu que ça change. Donc après, on peut imaginer, comme ça avait été imaginé dans le cadre de l'université Paris-Saclay, qu'on commence à détourer des budgets, et qu'il y a des budgets qui, au lieu des budgets qui descendent dans les écoles et qui remontent à New Uni, qu'à un moment donné, il y a une partie du budget qui arrive directement à New Uni. Ça, c'est des choses qui pourraient s'imaginer, mais on n'en est pas là. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'effectivement, les tutelles elles-mêmes n'ont pas envie que cet argent. Elles n'ont pas envie d'être désintermédiées, les tutelles elles-mêmes. Enfin, on peut le comprendre. Hein, mais on a déjà pas mal de... Enfin, je pense qu'on a déjà pas mal de boulot devant nous. On peut faire déjà plein de choses sans avoir besoin de voir le budget arriver, parce qu'il y a une bonne partie du budget il y a une inertie considérable sur les établissements, hein, les marges de manœuvre. Le vrai levier, la vraie chose qu'il faut mutualiser, c'est la politique de recrutement des enseignants-chercheurs. Parce que c'est ça en fait qui fait... C'est deux choses. D'une part, la politique de recrutement des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire coordonner les postes à pourvoir, et coordonner les appels, et créer des comités de sélection qui soient communs. Donc ça, c'est des choses qu'on a décidé de faire. Et deuxièmement, c'est répondre ensemble à des appels à projets. Parce que finalement, c'est ça qui fait les leviers sont là. Sinon, après, tu as la masse salariale, c'est 70% du budget d'une école. Et vu les turnovers qu'on a, si tu veux, tout est largement prolongé d'une année sur l'autre. Donc, les vrais leviers, si on veut faire une politique commune, ce qui est ta question, enfin, d'un certain point de vue, il suffit d'avoir une politique coordonnée de recrutement des enseignants-chercheurs et d'avoir une politique coordonnée de réponse à des appels à projets pour des financements publics ou privés. Donc il y a un vrai enjeu, il y a plus d'enjeux à coordonner notre fundraising d'ailleurs, ou la réponse, ou la création de labos communs et des choses comme ça. Et si on arrive à faire ça, ce qui est déjà pas rien, mais qui suppose on n'a pas besoin de toucher aux personnalités morales, on n'a pas besoin de faire passer l'argent d'une façon centralisée, là on arrive à avoir un établissement qui a une vraie stratégie, qui a les vrais leviers de sa stratégie. Donc on va plutôt travailler là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on envisage la création d'une structure de droit privé pour valoriser un peu les travaux de recherche de ce nouvel ensemble qui sera là-haut? Un peu comme font les Armin et tout ça, pour éviter de passer par tout le côté public en termes d'appel d'offres, tout ça, vente de produits, de prestations. Comme fait Vélécom avec Vélécom Tech. Oui. Alors oui, tu me expliqueras ce que c'est que Vélécom Tech. Écoute, non, pour l'instant, je n'en sais rien. Enfin, c'est pas à l'heure du jour. On va dire ça comme ça. C'est pas alors au passage, là aussi, je vous ai rien dit, mais Armin va très mal en ce moment. C'est la guerre entre Mines Paritech et Armin, c'est la guerre entre l'Institut Mines Télécom et Armin. C'est-à-dire que quand vous êtes une association de 1901 qui est, pour ne pas tomber sous le régime de la gestion de fait, qui est censée être indépendante des gens qui en fait vous donnent le boulot, que vous avez 300 salariés en CDI, que dès le 1er janvier il faut faire rentrer les contrats pour permettre de les payer, que vous êtes quand même une structure qui est censée être une structure de la recherche contractuelle, vous commencez à créer des tensions. Armin est rentré dans les excès du modèle privé adossé, même non-profit, adossé à un établissement public. Donc c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas la priorité. Enfin honnêtement, je pense que c'est pas la priorité.
Je pense qu'on cherchera déjà je pense qu'on va plutôt chercher à encourager nos enseignants-chercheurs à valoriser, à spin-offer, etc. Enfin, de toute façon, tu deviens pas riche en valorisant ta propriété intellectuelle dans un établissement d'enseignement supérieur. Il y a peu d'établissements qui deviennent riches en valorisant leur pays, quoi. Mon modèle à moi, c'est plutôt le SPCI, ParisTech, et le SPCI ParisTech. Quand le SPCI l'enseignant-chercheur de l'SPCI, qui est une régie de la ville de Paris, donc c'est très particulier, l'enseignant-chercheur est tenu de demander à l'établissement s'il souhaite prendre la propriété de la propriété intellectuelle. Si le SPCI refuse, l'enseignant-chercheur est à ce moment-là propriétaire de sa pays. C'est super intéressant et ça marche très bien. Enfin, je veux dire par là, en tout cas, il ne faut pas rêver, on ne fera pas un business model autour de la valorisation de la propriété intellectuelle. Donc c'est pas un sujet en ce moment. Fondation, etc. Parce que vous dites que ça c'est fondation, il y a la fondation de l'école. Coordonner ce qu'il faut coordonner, c'est les démarches de fundraising. C'est pas tant les fondations, les fondations en tant que ont une première fonction qui n'impose pas de fusionner les fondations, qui est la fonction de collecte, d'encaissement des sommes. Leur qualité de fondation reconnue d'utilité publique qui permet donc du coup effectivement d'émettre les reçus libératoires, ça c'est important. Elle gère les fonds aussi, enfin elle les place éventuellement, alors pour le coup c'est intéressant parce que ça permet de découpler. Nous on est soumis à l'annualité des budgets, ces fondations soumises au droit privé peuvent permettre d'encaisser des sommes qu'on ne décaisse pas dans l'année. Donc je dis à la fondation, là attendez, là, ils m'ont donné beaucoup d'argent, les diplômés, je suis pas sûr d'avoir les dépensés, gardez-les, vous les donnerez l'année prochaine. Bon. Mais voilà. Par contre, c'est pas les fondations c'est pas toujours les fondations qui font ce qu'on appelle le développement. Ça peut être la fondation ou ça peut être les écoles. La Télécom ParisTech, c'est pas la fondation qui fait le développement, c'est moi. Voilà. C'est pas tout seul, mais enfin avec des alumni, mais enfin voilà. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est coordonner les démarches, les actions. Il faut se mettre d'accord sur des actions et à ce moment-là, il faut se coordonner. C'est une coordination entre école et fondation. Voilà. Après, qui encaisse? On a un exemple, on a une chaire qui s'appelle Système complexe avec l'X, l'ENSTA et Télécom ParisTech financée par Thales, Dassault Aviation, Naval Group et DGA. En fonction de l'X, on a pu créer une chaire unique où les fonds arrivent par différentes fondations et ça pose le problème à personne. Par contre, pour avoir une chaire unique, il fallait coordonner nos efforts pour aller vendre la chaire auprès des partenaires industriels. Voilà. Puis attaquer éventuellement les mêmes partenaires industriels de la part de plusieurs fondations, il ne faut pas faire trop de concurrence. Non mais ça, il va falloir se coordonner, mais c'est moins un problème de fondation qu'un problème de toute façon de politique de relations entreprises des écoles d'elles-mêmes. Parce que la fondation n'est qu'un truchement, quoi. Alors, il se trouve que parfois la fondation a des moyens de prospection. Mais elle est quand même, même dans ses moyens de prospection, elle est quand même, en général, elle est au service de l'école qu'elle soutient. Donc alors, il arrive que parfois elle prenne des initiatives. Alors la Fondation Mines Télécom, on va retrouver la même complexité que celle que j'ai évoquée, mais qui est pas tant qui est une complexité qu'elle peut avoir ses idées sur les projets qu'il faudrait promouvoir. Oui. Moi, j'ai pas trop autant une question, plutôt un avis à te demander, vu que tu es d'avoir aujourd'hui, se lâcher beaucoup plus parce qu'effectivement les circonstances que tu as vécues moi à ton départ. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil? Moi, ce que je vois arriver avec l'événement de NUUNI, c'est un grand bouleversement dans les images que l'on a vues de notre formation, toutes les générations qu'on accompagne. On est ici, il y a une association d'alumni qui est là pour la porter. Est-ce que tu as des conseils à nous donner sur comment il va falloir préparer ça? Est-ce qu'on attend d'être là-bas, constater et s'adapter, ou est-ce que déjà vu le contexte qu'on est 5 écoles, qu'est-ce qu'il pourrait faire que dès maintenant, à 12 mois du déménagement, on commence nous à préparer ça? Nos associations, elles vont devoir... Je parle des alumni là pour le coup. Elles vont devoir, après, il y a une histoire quand même qu'on porte, il y a une affection, cet étapisme, comme tu dis, ou en tout cas une représentation de ce qu'on est, de ce qu'on a été. Et ça va changer, c'est un plus, moi c'est une opportunité, mais est-ce que tu as des conseils dans les partenariats, dans les choses qu'on peut faire dès maintenant, en anticipation de ce qui va arriver, qui forcément va arriver, ou est-ce qu'on attend d'être là-bas et on verra un peu comment ça se passe? Déjà, je dissocie, dans ta question il y a deux aspects, il y a le déménagement en tant que tel, et il y a NUUNI. C'est deux choses différentes.
hein. Enfin, l'une rend l'autre possible, mais il se trouve que pour nous, elles sont quasi synchrones. Enfin, la création d'établissements publics sera à peu près synchrone avec le déménagement, mais je ne dis pas que c'est un hasard, mais c'est deux opérations qui sont liées, mais qui ne sont pas fortement couplées. Hein. Donc le déménagement, pour moi, n'est pas le sujet, quoi, hein, enfin, en tant que tel. Donc moi, je dirais deux choses, c'est n'ayez pas peur. Très honnêtement, se retrouver avec l'école polytechnique, l'ESTA, l'ENSAE, Télécom, Paris-Tech, Télécom Sud Paris, HEC, enfin, je veux dire, je vois pas de quoi on pourrait... Enfin, je vois pas comment on peut, enfin, vraiment être manche pour pas en tirer parti. Voilà, hein, très honnêtement. Et puis après, dépêchez-vous d'aller discuter avec les autres associations, quoi. Voilà. Là, encore une fois, je ne parle pas d'école, je parle de l'association. Hein. Voilà, dépêchez-vous de discuter. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire ensemble, je ne sais pas ce qu'ils auront envie de faire ensemble. Hein. Je rappelle qu'il y a des écoles où il y a les bleus clairs et les bleus foncés, hein, où les diplômés de l'école des petites, enfin, de la mine de Saint-Etienne, les diplômés d'Ismine ne sont pas dans la même association que ceux des grandes mines de mines de Saint-Etienne, enfin, il me semble. Hein. Il y a des écoles où les diplômés master spécialisés n'ont pas le même statut d'alumni que ceux d'ingénieurs. Donc voilà, donc, hein, ce que j'appelle les bleus clairs et les bleus foncés. Donc voilà, donc évidemment, donc moi je ne sais pas comment on est tous l'identité de quelqu'un, donc moi je ne sais pas même si on est un certain nombre avec double diplômé, dont votre président, quand il va aller voir le président de la X, qui lui dit écoute, on ne pourrait pas faire des trucs ensemble, il a été bien gentil, mais bon, excuse-moi, hein, on n'a pas fait les mêmes écoles. Alors si, il dira oui, mais il vérifiera que tu es à jour de ta cotisation à la X, déjà. Et puis voilà, donc moi je ne sais pas, mais très honnêtement, voilà, donc il ne faut pas avoir peur, je pense que c'est une opportunité, à la limite, même si tout à l'heure je taclais ceux qui n'étaient pas pour la fusion Télécom Paris-Tech, Télécom Sud Paris, parce que je pense que c'était une erreur d'analyse. Là, pour le coup, ceux qui n'étaient pas pour, parce qu'ils trouvaient que ça nous tirait vers le bas, alors rapprochement avec X, je ne sais plus ce qu'il leur faut, quoi. Hein. Voilà. Alors si, on a peur de se faire bouffer. Alors, entre le choix entre ça nous tire vers le bas et on a peur de se faire bouffer, si tu veux, voilà. Hein, effectivement, en France, on a peur de son nombre. Voilà. Donc voilà, donc moi je dirais, n'ayez pas peur, et puis deux, dépêchez-vous d'aller discuter avec les associations des autres associations. Non mais tu le fais déjà, enfin je sais, je dis ça, mais elle me pose une question avec leur... Le langage, il y a des éléments de langage. Oui, Paris-Tech, moi je pense pique-pente de Paris-Tech Alumni. Ça fait 10 ans, j'ai pensé pique-pente de Paris-Tech Alumni. Voilà, l'association d'ailleurs avait envoyé les meilleurs d'entre elles. Mais mes collègues de l'ENSAE, etc., sont dans Paris-Tech, donc on les retrouve. Oui, voilà. Donc on se retrouve dans des contextes, parfois on est déjà dans du multilatéral, du bilatéral. L'environnement est complexe aussi pour les associations. Et l'IMT nous nourrit aussi en quelque sorte, puisque dans sa stratégie, elle mais là, tu connais la ligne. Hein, et ce que j'ai dit, évidemment, ce que j'ai dit sur l'IMT, ce que j'ai dit sur la fondation Mines Télécom, vaut également pour les relations avec les alumni. Hein, c'est-à-dire, je dirais à Laurent, s'il a une heure à passer par mois à discuter avec des associations, il vaut mieux qu'il aille discuter avec des associations de Nu Unique qu'avec l'association des anciens de Mines d'Albi ou Mines d'Alès. Voilà, c'est tout ce que je dis. Hein, après. Juste une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que une des remarques, c'est sur effectivement la continuité des identités ou le changement, qui est une réalité. Et je ne sais pas si aujourd'hui, chacun d'entre nous se rend compte combien les choses changent. À titre d'exemple, pour l'illustrer, sur un campus que je connais puisque j'enseigne, qui est celui de Polytechnique, c'est intéressant de voir que cette année, pour la première fois, les coupes de cheveux ont changé. Parce qu'en fait, le programme Bachelor qui prend des étrangers arrive, et c'est il y a des changements, ça c'est un petit point de départ imagé, mais qui sont assez forts sur l'ensemble des identités, et donc on a de plus en plus des gens qui ont des parcours croisés, divers et variés, etc. Et donc, effectivement, garder une identité ou une ligne directrice, parce qu'il faut tourner vers le futur, est peut-être un vrai challenge pour les associations. Et y compris la vénérable de l'AX, mais enfin, je peux vous dire, aujourd'hui, vous êtes prof à l'AX, vous êtes à l'AX, vous avez vraiment des étudiants qui viennent de partout. Et vous n'êtes plus dans... Je suis vraiment désolé, mais je vais devoir... Merci. Encore merci. Et donc, il me reste à remercier Yves une nouvelle fois, à remercier les administrateurs qui soit ne se sont pas présentés, soit ont raccourci leur mandat. Commencer par Dominique Jean, président d'honneur de l'association. Alors Christine qui va intervenir. Oui, je vais en profiter pour faire une petite annonce, si c'est possible. Attends, alors je viens. Si. Alors ça n'était pas prévu, mais Christine a bien vu. Oui,
bonjour à tous. Donc, moi, je suis ancienne administratrice de l'association. J'avais deux mandats au moment aussi où tu es arrivé. Et j'ai un double diplôme École du Louvre et Télécom ParisTech. Et nous avons eu l'idée à quelques-uns de monter un club art et culture. Voilà, si ça peut intéresser certains d'entre vous, et qui démarrerait au mois de septembre l'année prochaine. Son principe, ça serait 6 conférences dans l'année, plus 2 ou 3 sorties culturelles. Donc tout ça un lundi soir par mois entre le mois d'octobre et d'avril, et avec des intervenants de haut niveau voilà, avec une alter ego, on ferait ça à 4 mains, et avec des intervenants, conservateurs de musées, galéristes, antiquaires, etc., etc. Et le thème de l'année 2018-2019 serait sur le patrimoine, puisque 2018 est l'année européenne du patrimoine. Donc voilà, c'est une petite annonce, vous en entendrez, j'espère, à nouveau parler, et si vous-même ou autour de vous ça peut intéresser, eh bien vous serez les bienvenus. Alors à très bientôt peut-être. Merci Christine. Et donc je tenais à remercier les administrateurs qui ne se sont pas représentés ou ont souhaité raccourcir leur mandat pour raisons généralement professionnelles. Et à commencer par Dominique Jean, donc président d'honneur de l'association, qui ne se représente pas cette année. Également Mahamad Jibrine, qui est avec nous et qui, pris par d'autres obligations, n'a pas souhaité se représenter. Et puis Hervé Collignon et Jérôme Thomas, qui également ne sont pas représentés, qui étaient administrateurs cette année. Je tiens à remercier tous les bénévoles et Christine Hubert, on est un exemple, voilà, qui avec leur énergie montent des groupes, des événements, rédigent des articles dans la revue, quelle que soit leur contribution, font vivre cette association. Je tiens à remercier Isabelle et Mélina, alors qu'Isabelle n'est pas arrivée, mais enfin bon, vous la connaissez, vous l'avez vu tout à l'heure, on va la rejoindre tout à l'heure, et Mélina est en congé. Mélina qui est maintenant... Exactement. La revue, et vous êtes les bienvenus, je ne sais pas si... à l'afterwork mardi prochain, ça apparaît sur le réseau dans un dispo qui s'appelle le Diva. Eh bien parfait. Voilà. Pas d'autres annonces. Tous bienvenus pour écrire dans la revue, pour participer à la. Et donc s'il n'y a pas d'autres annonces, il me reste à vous remercier toutes et tous d'être venus ce soir à cette assemblée générale et à vous inviter à prendre un verre de l'amitié ensemble. En général,